Alors bonsoir à tous et à tous. Et toutes, on m'entend? Oui, c'est bon, super. Alors merci beaucoup d'être ici ce soir avec le petit vent frais qui va bien. On est ensemble pour une heure et demie, ça dépend si vous aurez beaucoup de questions ou pas. Et on accueille ce soir un panel de chercheurs et d'autrices qui sont avec nous pour parler de plastique et pour parler de futur aussi. Dans quel futur plastique est-ce qu'on a envie de se projeter? Donc on va débattre de ça collectivement et puis après vous pourrez évidemment poser des questions. Je vais vous présenter par vos bouquins qui parlent mieux de vous que quiconque, j'imagine. Donc on a d'abord à ma gauche Capucine Dupuis, qui est scénariste de BD et qui a notamment publié cette année avec le dessinateur terreur graphique Plastique Tac Tic Tac. C'est ça, je ne me suis pas trompée du premier coup. Donc une bande dessinée ludique et pleine d'humour pour aborder les questions autour de l'urgence plastique. Donc je vous le recommande. Il y en a quelques-uns à la vente et on a en plus une possibilité de dédicace après la conférence. Ensuite, on a Baptiste Mont-Saint-Jean, qui est socio-anthropologue à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, et qui a fait une thèse sur les plastiques, si je ne m'abuse. Et pendant cette thèse-là, tu as aussi embarqué sur un navire, comme le Plastique Odyssée, et fait un petit périple. Et de cette thèse est sorti un ouvrage qui s'appelle Homo Detritus. Et pour la petite histoire, moi, c'est le premier livre qu'on m'a donné chez Plastique Odyssée quand je suis arrivée. Donc c'est un peu une bible chez nous, en tout cas, il y a 3 ans. Voilà, donc Homo Detritus. Ensuite, nous avons Nelly Ponce, qui a plongé aussi dans le plastique il y a quelques années maintenant. Nelly Ponce a passé plus de 3 ans pour faire une enquête sur le plastique, une enquête sur une pollution globale. Et donc, tu as sorti cet ouvrage chez Actes Sud il y a 2 ans et demi à peu près, et qui s'accompagne aujourd'hui d'un petit guide pratique, un manuel pour déplastifier sa vie. Donc on vous les conseille fortement et le guide est possiblement, on peut le feuilleter dans l'exposition juste là. Ensuite, nous avons Emmanuel Bonnet, qui est enseignant-chercheur à Clermont-Ferrand. et alors toi, tu travailles un petit peu moins sur le plastique, mais davantage sur des questions de renoncement, une question qu'on va aborder aujourd'hui. Et tu as publié aussi l'année dernière, il me semble, avec tes co-auteurs, un ouvrage sur la fermeture et le renoncement, ou comment en tout cas il va falloir peut-être arrêter de faire certaines choses si on veut être compatible avec les limites planétaires. Et ensuite, merci de me tenir de pupitre. Et ensuite, nous avons Christophe Desmarques, qui est chercheur en psychologie sociale à Aix-Marseille Université. Et tu travailles plus sur des questions de rapport au temps et de changement de comportement. Et tu as publié très récemment aussi cet ouvrage « Anticipation psychologique et représentation de l'avenir ». Voilà, donc ce sont les stars de ce soir, on peut les applaudir. Et donc on va peut-être commencer par rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais te demander, Capucine, peut-être pour qu'on ait tous les mêmes bases et les mêmes connaissances, de nous mettre un petit peu dans le contexte plastique aujourd'hui, à l'heure actuelle. Que représente le plastique d'un point de vue de consommation et de production? Voilà. Est-ce que tu as un micro? Je ne sais pas si on arrivera au même niveau de connaissance parce que c'est un sujet tellement complexe que tout le monde ne pense pas la même chose et même les constats sont très diversifiés, mais je vais vous donner ma sauce à moi. Déjà, pour commencer, le plastique, c'est une matière qui existe depuis des lustres, puisqu'elle existait à l'état naturel il y a très longtemps. Nos ancêtres, par exemple, utilisaient des écailles de tortue qui chauffaient et qui moulaient. Plastique, c'est le fait de modeler. Et puis, au siècle dernier, il y a eu une succession d'inventions qui ont fait apparaître le plastique synthétique, c'est-à-dire à base de matières fossiles, donc essentiellement du pétrole et du gaz, / gaz de schiste de nos jours. Et ça a été aussi permis par tous les additifs chimiques qu'on lui a adossés. Parce que le plastique, c'est un polymère, et puis vous avez des additifs qui viennent se greffer dessus et qui lui donnent plein de propriétés.
Donc aujourd'hui, c'est pas un plastique. Quand on dit le plastique, c'est comme ci ou comme ça. Non, c'est les plastiques. Il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Et ces additifs, c'est par exemple des colorants, des ignifugeants, des plastifiants. Donc ça vous permet d'avoir un objet un objet qui est transparent, pailleté, coloré, résistant aux flammes, résistant à l'oxygène, résistant aux bactéries, solide, souple. Enfin bref, c'est fou quoi la liste. On peut y passer la soirée. Et donc, au fur et à mesure qu'il y avait tous ces additifs et toutes ces découvertes, le plastique, évidemment, sa gamme s'est étendue, puisqu'il y en avait de plus en plus de sortes. Et pour relier au sujet de ce soir, qui est vraiment les imaginaires autour du plastique, je vais parler de l'imaginaire au début. Comment le plastique s'est imposé dans nos vies, pourquoi aujourd'hui nos vies elles sont moulées littéralement dans du plastique, sans même qu'on s'en rende compte. C'est à la fois parce qu'il y a ces propriétés que je viens d'évoquer, qui sont multiples et qui donc rendent le plastique utile dans plein de cas différents. Et aussi parce que les industriels, d'emblée, ont su lui apposer une image très positive et très moderne. Et forcément, ce qui est moderne, c'est vachement bien. Il n'y a qu'à voir les pubs. Moi, j'ai écrémé plein de pubs de l'époque, à commencer par, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a Dow Chemicals qui fait une publicité en disant Are we entering the age of plastics? Et vous avez d'un côté des espèces d'Aztèques qui sont à l'âge de pierre en train de casser des fossiles, et de l'autre côté une femme, une créature sublime dans une maison en plastique, et tout est beau et rayonnant. Et il y a tout un laïus en expliquant, en fait, il faisait de la prospective. Donc Dow Chemicals, c'est un des précurseurs du plastique, et toujours aujourd'hui, c'est un des leaders. Et il faisait de la prospective en disant, voilà, votre maison, demain, de l'après-guerre, elle sera comment ? Elle sera en plastique. Et donc, il y aura le frigo, l'aspiro, le ceci, le cela. Et c'était très... c'était un nouvel âge, comme ils disent, quoi. On vendait du rêve. C'était ça va vous changer de vie, et non seulement la guerre sera finie, mais en plus vous aurez plein de plastique, donc c'est génial. Et puis après il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des pubs où vous voyez des bébés donc à la fin de la Deuxième Guerre, un bébé bien portant qui mange dans une assiette en polystyrène, et en gros on vante la beauté, la douceur, la légèreté, les couleurs, et puis on fait le lien avec le futur businessman qui va être, des choses comme ça. Après on vend ça s'appelle le saran wrap, c'était grosso modo du cellophane, et vous avez la mère de famille, en fait on lui dit pas tiens achète ce cellophane c'est super, on lui dit voilà de quoi apporter de la joie dans ta famille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme elle va couvrir tous ses plats, donc l'assiette de fromage qui pue, ou le gâteau, ou le sandwich, elle va les recouvrir de cellophane. Les ingrédients vont, dixit la pub, mieux se conserver, être plus beaux. Et donc, c'est gage de unité familiale, de joie, etc. Et c'est le même topo quand elle fait des tea time avec ses copines en famille. C'est vraiment... voilà, en fait, le plastique, on le positionne d'emblée comme modernité, convivialité, amour, enfin voilà, on y greffe plein de trucs, et je vais clôturer là-dessus, mais voilà, le summum du summum pour moi c'était Tupperware qui a fait une espèce de pile de boîtes Tupperware de toutes les couleurs avec des feux d'artifice et le drapeau de l'Amérique, et le slogan c'était Women of America, declare your independence. Et en gros, en bas, c'était c'est grâce à Tupperware que vous allez pouvoir conserver vos plats, donc vous passerez moins de temps dans les cuisines, donc vous allez avoir une vie à vous, donc vous serez libre. Et donc, réclamer, et c'est texto ça, c'est réclamer Tupperware. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Donc effectivement, le plastique, on peut presque dire aujourd'hui qu'il est peut-être support de nos civilisations. Il est ancré, on sait plus comment faire autrement, on sait plus rien faire sans plastique. Et justement, pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas tant que ça la question de la matière aujourd'hui, au quotidien, dans la lutte contre le climat, contre les pollutions? Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question au même titre que les hydrocarbures, que l'énergie? On parle beaucoup de neutralité carbone, on ne parle pas de neutralité plastique. On ne voit pas le problème plastique au-delà de la pollution plastique qu'il peut générer dans les océans et qui est visible. Pour autant, on a une vraie dépendance à cette matière parce qu'elle est partout et depuis longtemps, et on nous a biberonné à ça, comme tu viens de nous rappeler. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? Une sacrée bonne question. Je ne sais pas si on m'entend avec ce micro-là. Oui, à peu près.
Peut-être pour donner une illustration de cet âge plastique, hein, comme on a dit l'âge de pierre, l'âge du feu, effectivement on peut qualifier peut-être notre époque, comme les archéologues le feront dans le futur, de l'âge plastique. Peut-être en le faisant comme le fait l'Atlas que j'ai vu passer là, dans l'exposition, l'Atlas du plastique. Dans les premières lignes de cet Atlas, il y a quelque chose qui dit quelque chose de l'ordre « Qu'est-ce que vous avez touché le plus aujourd'hui ? Est-ce que vous avez davantage touché une peau humaine ou du plastique ? Vous avez claveciné sur vos ordinateurs, vous avez utilisé vos téléphones portables, vous avez touché vos habits qui sont faits de polymères pour la plupart du temps. Et en fait, notre époque est celle où on passe plus de temps à toucher du plastique qu'à toucher des gens, physiquement. C'est un indice quand même assez intéressant de ce qui caractérise notre relation avec notre milieu. On a intermédié notre relation à la nature, pour l'appeler comme ça, provisoirement peut-être, avec des polymères de synthèse. Alors effectivement, il y avait des plastiques il y a très très longtemps, qu'on a qualifiés comme ça a posteriori, mais il n'y a pas grand-chose à voir entre, j'allais dire, le latex de caoutchouc et les dérivés de la pétrochimie qui apparaissent en fait massivement dans la consommation et dans la production autour des années 50. En fait, c'est une histoire très récente avec laquelle on est un peu empêtré aujourd'hui. Une histoire d'une production qui commence dans l'après-Seconde Guerre mondiale, avec quelques centaines de tonnes, centaines de milliers de tonnes qui sont produites autour des années 50. Aujourd'hui, on estime que c'est autour de 480 millions de tonnes de résine vierge qui sont produites chaque année. Pour le petit calcul, comme le disait Zoé tout à l'heure, moi, il y a 12 ans, j'embarquais sur un petit voilier en bois, alors pas un aussi gros et beau bateau que Plastic Odyssey, pour faire un tour de l'Atlantique Nord, pour identifier un agglomérat de déchets plastiques en Atlantique Nord. Et j'ai fait le calcul tout à l'heure dans le train, de la quantité de plastique produite entre l'expédition de 2009, celle de Watch the Waste à l'époque, et celle de Plastic Odyssey aujourd'hui. En 12 ans, il y a 5 milliards de tonnes de résine vierge qui ont été produites. 5 milliards de tonnes. On estime qu'au global, depuis les années 50, il y a un peu plus de 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites. Ce qui veut dire que notre âge plastique, c'est celui dans lequel, ces 10 dernières années, on a produit plus de la moitié des plastiques qui n'ont jamais été produits. On n'est pas dans une période de ralentissement de cette production plastique, au contraire, dans une période d'accélération. À l'heure où on parle de sobriété, à l'heure où on parle de recyclage, et on va en reparler certainement aujourd'hui, paradoxalement, on n'a jamais produit autant de plastique. Et on n'est pas prêt de s'arrêter. Les prévisions ne sont pas forcément au beau fixe à ce titre-là. On estime que l'industrie du plastique va continuer à s'épanouir pour les versions les plus optimistes, côté industriel, pour les versions les plus pessimistes, côté associatif, pour les 30 années qui viennent. De fait, aujourd'hui, l'industrie pétrochimique, et notamment l'industrie pétrolière, envisage son futur de développement à travers l'utilisation des polymères comme débouché productif. Pour le dire très simplement, on va faire de l'argent avec les plastiques puisqu'on ne peut plus vendre de pétrole pour le consommer dans les voitures. Donc on est effectivement dans un âge plastique. Ce basculement civilisationnel, il renvoie aussi à nos habitudes quotidiennes et à notre imaginaire, en un sens, de consommateur. Est-ce que, dans le fond, consommer une bouteille plastique n'est pas rendu plus favorable, plus désirable, s'il existe une poubelle qui est adaptée à la recevoir? Est-ce qu'en un sens, le recyclage n'est pas en tant que tel un levier qui permet cette accélération de la consommation de plastique? Alors, plus qu'une conclusion, peut-être que c'est une façon pour moi d'ouvrir la discussion et le débat de ce soir, quoi. Oui, tout à fait. On va justement se demander quelles sont les prévisions en termes de matière, de plastique, de recyclage et peut-être d'autres pistes qui s'ouvrent à nous pour les 30 prochaines années ou la fin du siècle. Et donc peut-être Nelly, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit et ouvrir sur ce qu'on nous propose en fait, quel est le programme qu'on nous planifie sans qu'on nous pose la question aujourd'hui pour ce qui est du plastique? Voilà. Vous m'entendez? Oui, ok. Merci. Déjà, je suis ravie d'être ici pour soutenir le départ de Plastic Odyssey. J'ai tout de suite eu un coup de cœur pour leur travail parce qu'ils sont sans arrêt en train de remettre en question ce qu'ils font et d'évoluer au fur et à mesure que la science évolue. Donc voilà, déjà, je voulais vous faire un petit clin d'œil. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur mon livre, j'avais envie de faire un espèce de road trip du plastique. Je me suis dit, je vais aller voir tous ceux qui innovent, tous ceux qui inventent, tous ceux qui créent la société de demain, un peu comme le film Demain. Là, j'étais un peu inspirée par ce modèle-là. Et puis, en commençant à enquêter, je me suis rendu compte que oui, mais non. En fait, ça ne marchera pas. Alors d'abord, on voulait nettoyer les océans. Ensuite, on s'est dit, on va recycler 100%. C'est quand même un objectif du gouvernement français, officiel. 100%. Voilà. Donc demain. Alors que les industriels eux-mêmes vous disent, en fait, on ne sait pas faire. Nous, on est Furex. L'objectif, c'est 2025. Je ne sais pas si vous avez entendu. Voilà.
après, donc on va rentrer ensuite dans les récits qu'on nous offre. Mais tout ça pour vous dire qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on avait surtout et avant tout le fantasme de la solution miracle, de l'idée de la technologie qui va sans arrêt venir nous sauver. Et quand on regarde l'histoire qu'ils ont brillamment exposée, au moment où le plastique est devenu un fait de civilisation, il y a un deuxième phénomène qui est arrivé en même temps, c'est l'avènement de la société de consommation. Elle n'aurait pu avoir lieu si elle n'avait pas été basée sur cette matière peu chère qui permettait de fabriquer tous ces objets. Et avec cette société de consommation, il y a eu un changement culturel profond. Et comme on est sur une table ronde sur la question des récits, des perspectives et de l'avenir, j'avais envie de reparcourir ce passé. C'est le jetable, l'ère du jetable. On sait tous que nos grands-parents, à minima, ne jetaient pas. Non pas parce qu'ils étaient écolos avant l'heure, parce qu'il y avait un souci d'économie, de matière. Il y avait juste une question de bon sens. Et puis aussi, il y avait la ressource, elle était rare, elle était précieuse. Et puis, il y avait la notion du travail. Il y a quand même des gens qui se sont levés le matin pour produire ces choses-là. Donc il y a quand même des gens, des centaines de milliers de gens peut-être à travers le monde qui se lèvent le matin pour produire des choses que nous allons jeter dans l'heure qui suit notre contact avec cet objet. En termes de sens et de récit civilisationnel, moi je pense que ça questionne un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on nous vend aujourd'hui ? On nous vend principalement ça, c'est-à-dire la continuité de ce récit-là, puisqu'il est quand même extrêmement difficile de se dire bon bah mince, alors comment on fait l'état des lieux commence à être partagé. Évidemment qu'il y a des débats d'experts sur chaque phase de l'état des lieux, mais bon, grosso modo, on sait que ça sent pas très bon quand même, cette histoire plastique aujourd'hui. Et on va nous vendre des nouveaux récits qui n'en seront pas, qui vont permettre la continuité de l'ancien récit, qu'on va habiller sous des termes relativement nouveaux pour créer une bonne confusion dans le grand public. Et puis comme ça, on continue comme si de rien n'était. Donc, comme la question m'a été posée, parmi ces récits, il y a le recyclage. Alors, je ne parle pas du low-tech qui est expérimenté chez Plastic Odyssey, je parle de ces fameux objectifs nationaux et internationaux en fait, on peut continuer de produire, ce n'est pas un problème, puisqu'on va recycler 100% de notre matière. Donc, en disant ça, on imagine bien qu'on pense à une boucle vertueuse, une boucle fermée, qui dit que de nos objets, on va refabriquer les mêmes objets, ce qui, aujourd'hui, est techniquement irréalisable. Ce qui peut potentiellement le devenir technologiquement dans les 10-15 ans à venir grâce à de nouvelles méthodes de recyclage, mais je vous passe quand même les détails rébarbatifs, mais qui, dans tous les cas, dans un monde global de crise systémique, habité par les limites planétaires, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la crise énergétique, quand bien même on aurait comme ça des matières qui circuleraient en boucle fermée d'ici quelques décennies, je pense qu'on ne serait pas allé beaucoup plus loin dans la résolution de nos problèmes, sachant qu'en plus, tout ça est extrêmement énergivore, et sachant que ça veut dire qu'avec nos plastiques, nous n'avons uniquement un problème de déchets. Or, ce n'est pas vrai, nous avons déjà un problème de matière qui crée des problématiques toxiques tout au long de son cycle de vie. Donc déjà, c'est nié, c'est un récit qu'on nous vend qui nie cette réalité de problématiques sur la matière. La deuxième chose, et ça, c'est les deux grandes idées reçues, il y en a beaucoup sur le sujet, mais voilà, je m'arrêterai là pour ne pas prendre trop de place sur la parole, c'est les bioplastiques. Alors les bioplastiques, ça c'est pareil, vous allez en entendre de plus en plus parler. Quelque part, on pourrait se dire, pourquoi pas ? Ce sont ces fameux plastiques à base d'algues, d'amidon de maïs. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand vous entendez parler de ça ? C'est bon, c'est fait avec des algues, c'est pas du plastique, il n'y a pas de problème. Sous-entendu, parce qu'on est allé chercher notre carbone et notre hydrogène, c'est-à-dire on a construit notre chaîne de polymères à partir de la biomasse, nous, dans notre cerveau de citoyen normalement constitué, on se dit donc ça va devenir biodégradable, contrairement au plastique pétrosourcé. C'est majoritairement faux, cette question-là. Et c'est un récit qui est en train de prendre, je trouve, un peu trop le pas, parce qu'il y a des confusions, on pourra y revenir si vous voulez, entre le biosourcé, le biodégradable, le compostable. Et en termes d'imaginaire, j'ai juste envie de vous dire, j'ai vu de mes propres yeux une dame de 70 ans qui n'avait jamais de sa vie jeté un sac plastique dans la forêt, jeter un sac plastique dans la forêt. Mon fils atterré qui lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?»« Mais non, mais il est biodégradable !» Il y a écrit « OK, compost ». Donc, on est non seulement en train de ne pas avancer sur la résolution de nos problèmes, mais on est en train de reculer. Alors, bémol, je ne dis pas que le recyclage ne fait pas partie des solutions, je ne dis pas que les bioplastiques ne font pas partie des solutions, mais je dis juste attention à cet attrait pour la solution qui va nous sortir de l'impasse. Voilà, je m'arrête pour laisser un peu la parole à mes collègues. Merci.
Donc si je résume le mythe de pouvoir continuer de produire, voire produire plus que ce qu'on produit aujourd'hui en se disant que c'est pas grave, on pourra le recycler, la technique viendra nous sauver. Peut-être que ce mythe-là est un petit peu erroné, en tout cas il pose question. Celui de se dire qu'on va trouver une matière miracle qu'on n'aurait pas encore trouvée d'ailleurs, qui serait biosourcée et biodégradable aussi. Donc ces pistes-là ne sont pas très réjouissantes dans un contexte de continuation de production de matières plastiques. Alors il y a peut-être d'autres pistes qui s'offrent à nous. Il y a des indices dans l'exposition qui est derrière vous pour ceux qui l'ont lu. L'indice, c'est le renoncement. Donc peut-être que, Emmanuel, est-ce que tu peux juste nous introduire ce qu'on entend par renoncement? Qu'est-ce que ça veut dire de renoncer de manière un peu générale avant qu'on passe au plastique? Pourquoi est-ce que la piste du renoncement à certaines choses qui sont peut-être nocives pour notre environnement et qui ne sont pas durables sur le long terme, pourquoi est-ce qu'il faut l'envisager dans un contexte de limite planétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui? Ok, je vais essayer. Ouais, alors je suis également ravi d'être là. J'ai un petit peu froid, mais bon, voilà, j'ai pas anticipé. Mais non, mais je voulais pas le mettre. Enfin voilà, tu vois, c'est question d'image, tu vois. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et donc, oui, avec deux collègues. Alors moi, on travaille avec mes deux collègues dans une école de gestion. Je ne suis pas un universitaire. Et ce point est super important, en fait, parce qu'on étudie des organisations, on accompagne des organisations, des stratégies, des schémas stratégiques, des modèles économiques, toute cette instrumentation qui n'est pas forcément extrêmement poétique en termes de récit, mais c'est une réalité, à mon avis, qui est extrêmement importante, dont il faut tenir compte, etc. Et en fait, on s'est posé une question assez simple pour introduire, et je promets que je vais répondre sur la question, le point de renoncement. On s'est dit, mais est-ce que c'est possible de confronter des entreprises, des organisations à une mutation extrêmement profonde, à mon avis, dont vous avez tous et toutes entendu parler, qui est l'anthropocène. Voilà. Donc l'anthropocène, par exemple, c'est une nouvelle époque géologique marquée par l'activité humaine. Donc je pense que le plastique est évidemment un élément matériel, social et matériel hyper important de cela. Je ne suis pas du tout expert sur l'entité plastique, je le souligne. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça donnerait? Et on tombe un petit peu dans ce que tu dis, Nelly, sur la question des récits. C'est quoi les récits des organisations face justement à ce qu'on appelle des limites planétaires, face à quelque chose qui, à un moment donné, apparaît comme un mur, en fait. On ne joue pas avec les limites planétaires. Je ne sais pas si... Alors, je vais juste préciser quand même. Les limites planétaires, c'est en gros, si on dépasse un certain niveau de danger, il y a 9 limites, on en a dépassé 6 actuellement. Il nous reste 3. Donc... C'est la soirée qui plombe. Voilà, donc c'était l'élément, mais je pense que c'est des choses qui sont assez facilement accessibles. En gros, le système Terre, cette zone critique que l'on habite, devient inhabitable pour nous, les humains, mais aussi l'ensemble du vivant. C'était la bonne nouvelle, en effet, de la soirée. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on peut confronter ce diagnostic-là, qui n'est pas le nôtre? Moi, je ne suis pas géologue, je ne suis pas climatologue. J'étudie des organisations, j'accompagne des organisations avec les récits, justement, des organisations qui, elles, parlent de quoi, en fait? Lorsqu'elles parlent d'écologie, les entreprises, elles parlent généralement, mais pas que les entreprises, du développement durable, de la transition écologique, qui, grosso modo, je vais faire un énorme résumé, dit « Ne vous inquiétez pas, on a un horizon conciliateur, les éléments économiques, sociétaux et écologiques vont se rassembler et tous les futurs seront possibles dans un futur absolument souhaitable et désirable. » Et nous, on s'est dit on n'est pas trop sûr de ça, en fait. On n'est pas sûr exactement que ça va se passer comme ça. Et apparemment, les géologues ne sont pas sûrs de ça, les climatologues ne sont pas sûrs de ça, les gens qui enquêtent sur tout ce que Alexandre Monin appelle des communs négatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le vivant, la nature qu'il faut préserver. Le plastique apparaît vraiment comme un commun négatif, un commun dont on hérite et dont on dépend. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement important. C'est pas, et ça répond en partie, je ne veux pas aussi prendre trop de temps, à la question du renoncement. Le renoncement, ce n'est pas je claque des doigts et le plastique disparaît. Je peux faire juste une petite référence à le premier échange que j'ai eu avec toi, Zoé, au téléphone. Et quand Zoé m'a proposé de faire partie de ce comité scientifique, je fais OK, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne suis pas du tout expert sur le plastique, mais par contre, j'ai lu des trucs sur le plastique et j'ai entendu, tu as entendu parler de limites planétaires, oui, pas de souci. Et est-ce que tu as entendu parler d'hyper-objets, de choses comme ça? C'est une notion qu'on avait
C'est-à-dire un objet qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le plastique, ça déborde carrément en fait, la modalité de gestion en fait, qu'on peut avoir à l'échelle d'une organisation. Alors, le renoncement, nous, on l'intègre dans une trajectoire qui est un peu différente de ce qu'on appelle le développement durable et la transition écologique, qu'on appelle la redirection écologique. Désolé, on a rajouté un autre mot, ajouté encore à une autre perspective, une autre. Bon. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'on l'aborde en effet sous l'angle, à un moment donné, d'un arbitrage qui va poser la question pour un collectif situé. Ça peut être une organisation, ça peut être une communauté, ça peut être. Mais ce n'est pas quelque chose en général, c'est quelque chose qui existe à un moment donné et qui est attaché ou dépend en fait d'un commun négatif. La question d'un arbitrage, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qui va nous permettre de décider ce que l'on maintient, enfin ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et le renoncement, c'est pas du tout un, comment dire, on n'a pas de baguette magique pour dire on va sortir du plastique parce qu'on retomberait dans un récit extrêmement solutionniste. Mais par contre, je pense que c'est intéressant d'aller enquêter à la fois les dépendances qu'on peut avoir à ces communs négatifs et comment des collectifs peuvent en fait arbitrer et rentrer dans cette dynamique de renoncement. Donc le renoncement, en effet, au sein de notre école, donc moi je suis dans une école de commerce, ils ont dit mais vous êtes sûr, c'est au niveau marketing, c'est pas très très vendeur, vous pouvez pas mettre un truc sur le possible, un truc vraiment... Enfin, ben non en fait, parce que du coup la question qui se pose à l'échelle d'une organisation, moi j'ai plein d'exemples, hein. Je suis à Clermont-Ferrand, il y a une célèbre firme multinationale qui a une dépendance à une entité qui fabrique des pneumatiques, hein, qui conçoit et fabrique des pneumatiques, et qui a une dépendance à une entité qui est assez problématique. Comment je peux renoncer? Si je renonce à cette entité-là, je renonce à mon activité stratégique, je renonce. Comment on fait, en fait? C'est ça la question. Et la question, alors pour ne pas le citer, vous avez le post-pneumatique, ce n'est pas du tout un récit complètement fictionnel, c'est quelque chose aujourd'hui qui est largement envisagé par des organisations. Mais c'est cette échelle-là qui avait été un petit peu oubliée, je crois, de certains récits, justement, parce que tantôt on était sur une vision extrêmement abstraite, les limites planétaires, l'anthropocène, et tout à l'opposé, on était au niveau des pratiques individuelles, comment je me débrouille, qu'est-ce que je fais à mon échelle, qui sont des questions extrêmement importantes. Et il manquait un petit peu ce niveau-là intermédiaire de l'organisation, et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé d'aborder le renoncement, mais comme un arbitrage démocratique et situé, et pas comme une décision descendante et brutale. Alors avant de se demander comment est-ce qu'on fait pour ne plus dépendre du plastique, je vais donner la parole à Christophe. Tu vas peut-être nous donner des clés sur est-ce que déjà le renoncement ou des termes de ce type-là peuvent essayer d'engager des populations. Est-ce que c'est attrayant de parler de renoncement? On pourrait faire un petit sondage à main levée, remarque. Qui trouve ça attrayant de parler de renoncement, de renoncer à prendre l'avion parce que ça pollue, de renoncer à utiliser un téléphone portable parce qu'il est en plastique. Ah non, quelques irréductibles au fond de la salle, ils ont un t-shirt plastique Odyssée. Mais donc, oui. Mais donc, ouais, est-ce que, dans quelle mesure, est-ce que ces discours-là sont utilisables? On parlait de marketing à l'instant, mais sont vendables, si ce mot existe. Et est-ce qu'il y a des moyens peut-être d'arriver à engager, ou qu'est-ce qui ne marche pas et qu'on a déjà essayé depuis des années, voilà. C'est une vaste question. Donc moi je suis le psychologue de la bande, parce que comme tout le monde ils vous ont tous déprimés, donc moi si vous voulez après on pourra prendre un temps de prise en charge. Non, je suis pas du tout, j'ai pas de compétences en prise en charge thérapeutique. Moi je suis psychologue social. Donc une des questions qui m'intéresse, c'est la question de comment on arrive à se projeter dans le futur et quelles conséquences ça peut avoir sur nos comportements dans le présent, pour faire très court. La pensée prospective, j'allais dire, elle est constitutive un peu de notre espèce. Et sur cette question du plastique, donc moi, je ne suis pas non plus spécialiste de cette question, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelles conditions, en pensant à un objet comme celui-là, on va pouvoir éventuellement se mettre en mouvement. Et donc voilà, j'étais curieux d'entendre, même si on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais de voir un petit peu qu'est-ce qui ressortait là des premiers échanges. Et ça me faisait penser, donc nous en psychologie sociale, ça fait quelques années qu'on a identifié en gros les conditions qui vont faire que, les conditions qui vont favoriser finalement notre mise en mouvement en vue donc de la résolution d'un problème social quel qu'il soit. Une des conditions, c'est de percevoir
le fonctionnement, donc par exemple le fonctionnement, on va dire, du système plastique, en l'occurrence, comme étant problématique, comme étant illégitime. On parle d'illégitimité au sens où c'est un système qui, en gros, est défectueux, puisque, en l'occurrence, voilà, on voit qu'il pose un certain nombre de problèmes quasiment insolubles. L'autre condition, c'est l'instabilité perçue. C'est-à-dire il faut que, pour pouvoir envisager d'avoir une action, il faut que je pense que ce système, il peut évoluer. Et là, je vois que déjà, ça commence un peu à buter, puisqu'on voit que, pour le coup, le système plastique, il paraît extrêmement stable. Et puis, une autre condition parallèle, c'est d'avoir une représentation cohérente d'une alternative. Évidemment, je peux percevoir le système comme injuste, comme potentiellement je peux avoir une action sur lui et le modifier, mais si je n'ai pas d'idée de ce que pourrait être une alternative, je ne vais pas forcément me mettre en mouvement. Donc là, on voit que cet objet, déjà, il nous pose question et il y a un certain nombre de difficultés par rapport à ça. Par ailleurs, moi, je m'intéresse un peu, là, c'est assez récent, mais à ce que certains auteurs appellent la pensée utopique. Alors, il y a beaucoup de travaux depuis très longtemps sur cette question, mais en psycho, c'est assez récent, et notamment depuis quelques années, il y a des travaux empiriques qui montrent que si j'active en laboratoire, dans un cadre expérimental, la pensée utopique, c'est-à-dire si j'amène quelqu'un, je lui dis, voilà, essaye de penser à la société que tu voudrais idéalement dans quelques années, une société future idéale, une utopie. On remarque qu'après, quand on prend des mesures, juste après ça, cet exercice de pensée utopique, ça va réduire leur satisfaction envers la société actuelle, ça va réduire la tendance qu'ils ont justement à justifier le système dans lequel ils évoluent, et ça va avoir tendance inversement à augmenter la volonté qu'ils vont avoir de s'engager peut-être dans des actions collectives qui pourraient viser ce changement. Le problème, là, justement, et là aussi, j'essaie de rebondir sur ce qui a été dit, on voit que on a du mal, justement, enfin moi j'ai du mal à voir ce que c'est, j'essaye de faire cet exercice de pensée moi-même, qu'est-ce que serait ma société idéale par rapport à la question du plastique, parce qu'encore une fois, elle ne peut pas être sans plastique, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Et du coup, voilà, moi je ne sais pas trop, en tant que justement non spécialiste du plastique, ça m'intéresse de participer, parce que du coup je me retrouve un peu coincé. Alors, voilà, pour essayer un peu du coup de te répondre et d'aller un peu vers un... Alors le renoncement, spontanément, nous aussi on sait en psycho là, depuis assez longtemps que c'est des psychologues, enfin c'est des travaux qui sont assez connus de Kahneman et Tversky, c'était voilà, des psychologues dans les années 70 qui ont travaillé sur les heuristiques de jugement, c'est-à-dire des façons simplifiées qu'on a en gros de traiter notre univers. Et une des heuristiques de jugement qu'ils mettent en évidence, c'est l'aversion pour la perte. C'est-à-dire que spontanément, on n'aime pas du tout se dire qu'on va perdre quelque chose. Donc enfin, voilà, ce que je disais à Emmanuel quand il me parlait de ça, moi c'est spontanément ce qui me vient. Alors après, quand on va avoir l'occasion d'y revenir, en fait c'est plus compliqué que ça, et je pense que ça peut être une piste à creuser, mais c'est sûr qu'en tout cas comme ça paraît pas forcément vendeur. Ce qui paraît plus vendeur, mais à mon avis qui est là aussi plus compliqué que ça. Il y a quelques années, nous, on a travaillé avec des collègues sur la notion de co-bénéfice, c'est-à-dire que souvent, quand on évoque un problème, par exemple, comme le plastique, ou là, en l'occurrence, c'était la question du changement climatique, on met souvent en avant les arguments environnementaux. Qu'est-ce qui se passe quand on met aussi en avant les co-bénéfices, c'est-à-dire sur d'autres domaines en fait que strictement la question du climat, mais notamment les co-bénéfices au niveau sociétal, au niveau du développement scientifique, etc. Ben ça, on voit que c'est beaucoup plus mobilisateur de mettre en avant ces co-bénéfices que strictement des arguments environnementaux. Donc là aussi, je me dis, qu'est-ce que ça pourrait être le co-bénéfice qu'on pourrait avoir? Et en fait, à mon avis, il faut que ça aille de pair. Renoncer, ok. Qu'est-ce que j'y gagne un peu, pour le dire un peu trivialement. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors justement, vers quel imaginaire est-ce qu'on veut aller quand on parle de plastique? Le renoncement, c'est peut-être des termes, un univers qui est complexe.
Nelly ou Capucine, je ne sais pas si vous avez envie de réagir par rapport à ce besoin de créer de nouveaux récits qui soient peut-être enthousiasmants, dont le renoncement peut faire partie, être une composante ou autre. Est-ce que... C'est pas le bon. Peut-être on pourra parler toutes les deux, parce que moi j'ai envie de ne pas parler que plastique, justement, peut-être à cet endroit-là des imaginaires. Je parlais tout à l'heure du parcours, de ce fil rouge là, en quête de solutions, en quête de pistes, que j'ai parcouru en écrivant mon livre. Et finalement, je termine ce livre en disant, mais nous sommes au cœur d'une bataille culturelle. Et cette bataille culturelle, elle ne concerne pas uniquement la société du plastique. C'est-à-dire que globalement, à travers ce qui a été dit dans l'état des lieux partagé sur les limites planétaires, on se rend compte qu'on arrive comme au bout d'un système. Et quand on arrive au bout d'un système, il y a le déni qui est là, il y a le refus, il y a plein de choses. Et puis il y a aussi ceux qui essaient de réfléchir, voilà, quelles sont les utopies, quelles sont... Moi, je fais partie d'une mouvance écologiste qui se questionne beaucoup sur cette question des récits. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une panne sèche d'imagination en ce moment. En fait, on a beaucoup de mal à se projeter. Et de ma propre analyse, ça rejoint un peu une de mes passions premières, qui j'aurais dû être anthropologue, en fait, je pense, qui est la diversité culturelle, la diversité de voir, de penser à travers le monde. Et je me suis rendu compte que ce modèle de société, de développement qui est en train de... voilà, on sait qu'il y a une forme d'effondrement de la biodiversité. Quand on parle de la biodiversité, on parle de l'ensemble des êtres vivants et de leurs relations au sein de cette planète. Mais finalement, avant même que ça ait un réel impact sur les écosystèmes naturels, nous avons autodétruit notre propre diversité. C'est-à-dire que nous sommes allés répandre un modèle à travers le monde. Alors d'abord, on a évangélisé, ensuite on a apporté la modernité, on est allé annihiler les différentes façons de voir et de penser, et aujourd'hui on se dit, bon mince alors, on est en panne sèche. Donc moi je crois qu'il y a besoin aussi d'ouvrir nos écoutilles. On est souvent dans des débats un petit peu, voilà, là on est tous blancs, français, et d'ailleurs encore un clin d'œil à ce que vous allez faire chez Plastic Odyssée, vous nourrir un petit peu d'ailleurs, parce que je crois que cette question d'ouvrir nos imaginaires, elle passe aussi par le fait de peut-être redescendre un tout petit peu de notre piédestal et retrouver un peu des pistes. Alors bon, moi je suis très animée par le monde vivant, par tout ce qui est non humain, mais après chez les humains il y a aussi plein de choses à... Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais à... Et dans cette relation, quand on va au bout de cette bataille culturelle, on se rend compte que donc on a détruit cette diversité d'être et de penser au travers de notre espèce, comme je le disais tout à l'heure. Et j'ai perdu le fil totalement de ma pensée. C'est pas grave. Je vais laisser Capucine du coup sur le plastique. Je sais pas où il est le fil. Ah oui, pardon, ça y est, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Et ça va vraiment jusqu'à nous, en tant qu'espèce, comment on se perçoit. Moi, j'ai grandi il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Et on nous disait encore qu'il y avait cette fameuse échelle au-dessus de laquelle il y avait l'être humain vis-à-vis du reste du monde vivant. Aujourd'hui, la science sait qu'on n'est pas du tout dans ce type de relation et d'interdépendance. Donc, pour moi, cette bataille culturelle, elle va au-delà de la question du plastique, peut-être de nos matières. Elle va aussi sur comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce qu'on se sent, quelle place est-ce qu'on se donne au sein des écosystèmes, au sein du monde vivant. Voilà, c'est un petit peu toutes les pistes que j'ai envie de lancer. Évidemment, je n'ai aucune réponse, j'ai que des questions. Est-ce que Capucine, tu veux rebondir là-dessus et peut-être avec une petite ouverture d'une autre piste à explorer qui est celle de l'humour Mais je vais juste rebondir sur ce que Nelly vient de dire, parce qu'effectivement, on est au cœur d'une bataille culturelle et c'est aussi un formidable terrain pour apprendre sur soi. Il y a une phrase de Françoise Sagan qui dit il n'y a pas d'âge pour réapprendre à vivre. Et on dirait même qu'on ne fait que ça toute sa vie, repartir, recommencer, respirer à nouveau, comme si on n'apprenait jamais rien de nouveau, sauf, parfois, une caractéristique de soi-même. Le plastique, c'est un super terrain de jeu pour ça. Donc, bataille culturelle, mais aussi comment je vis, comment j'ai envie de vivre. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, alors, en t'écoutant parler, le renoncement, bon, il y en a la moitié qui disent oui, c'est un terme correct, et puis d'autres, ça les fait pas rêver. Du coup, je me suis dit, on pourrait parler de rehuissement. Et je vous propose de l'adopter, comme ça, sinon toute seule, je vais pas arriver à l'implanter dans la langue française. Et le rehuissement, c'est quoi ? Ça passe notamment, pour moi, par la redéfinition du mot progrès.
parce que ça va dans le langage des lobbies à fond la caisse. Le plastique, c'est le progrès parce que c'est léger, performant, ça a une durée de vie exceptionnelle, ça a plein de caractéristiques, etc. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce que d'augmenter le confort, la praticité au quotidien, parce qu'on a un emballage qu'on peut jeter comme ça et ça ne nous coûte rien, c'est le progrès, sachant qu'à côté, on a une chute de la fertilité et qu'on a du mal à faire des gosses, par exemple, aujourd'hui. Pourquoi je parle de la fertilité ? C'est parce qu'on est au contact avec beaucoup de perturbateurs endocriniens, notamment. C'est pas la seule cause, mais voilà. Est-ce que le progrès, c'est de transformer nos terrains de foot en gazon en version synthétique, donc à base de granulés de pneus, parce que ça évite de tondre, parce que ça permet de jouer toute l'année, y compris quand il neige, et y compris quand il pleut, alors que le gazon, quand même, c'est chiant, quoi. Dès qu'il neige, on peut plus jouer. Mais qu'à côté de ça, nos gosses, ils sont littéralement brûlés parce que dans ces granulés, il y a des métaux lourds, des hydrocarbures cancérigènes, des phtalates, etc. Est-ce que le progrès, c'est de se dire « Waouh, mon dentifrice ou mon vernis à ongles ou mon rouge à lèvres, ils sont super beaux, pailletés et tout » et qu'à côté, comme c'est des microplastiques, ça file droit vers l'océan et que du coup, ça étouffe la pompe à carbone que représentent les océans. Est-ce que le progrès, c'est de se mettre un tampon jetable dans le vagin parce que c'est pratique, on le prend, on le jette. Pardon, je parle à une partie de la population ici, mais qu'en parallèle, ce tampon, il est bourré de dioxine, de furane et de phtalates. Est-ce que c'est ça le progrès ? Donc, moi, j'ai envie de regarder de l'autre côté, donc de rewisser avec vous et de dire... pourquoi pas retourner, non pas à l'âge de pierre, mais au gazon, au réutilisable, etc. J'aime bien rewisser. Vas-y, Ouais, moi, ça me plaît vraiment beaucoup, rewisser. Alors, pour rewisser ensemble, je m'interrogeais sur la façon dont peut-être cette injonction à renoncer, elle peut être perçue comme un enjeu individuel. Finalement, on va renoncer à acheter telle ou telle chose, etc. Parmi les espèces de défis en termes d'imaginaire, en termes culturels, j'aimerais bien rajouter un espèce de défi un peu plus terre à terre, peut-être, qui est le défi juridique, qui permet globalement, et là quand je dis globalement, c'est avec un peu de précision, au sens où se met en place depuis un an un projet de traité international sur la diminution des plastiques, sur la réduction des plastiques, de leur production, la régulation de la production des plastiques jusqu'à leur mise au rebut. Il y a un véritable enjeu juridique là pour justement réguler des usages dispensables. J'essaie de garder des mots positifs. 40% de ces quelques milliards de tonnes dont je vous parlais de plastique tout à l'heure sont uniquement des emballages. Des emballages qui ont été considérés un temps comme un progrès en termes d'hygiène, Caroline le rappelait, un progrès en termes de confort, de praticité pour se balader avec sa barre de céréales au travail ou à l'école. Parmi les renoncements qui semblent à l'échelle individuelle envisageables, sans trop de coûts, et à l'échelle juridique avec beaucoup d'effets, cette régulation massive de l'emballage devrait être une des priorités des actions que l'on mène, j'allais dire à l'échelle individuelle, mais peut-être aussi à l'échelle collective. Et donc, là encore, pour souligner l'intérêt du projet de Plastic Odyssée, c'est qu'en faisant le tour du monde des solutions ou des tentatives de solutions, et probablement achoppant régulièrement sur des difficultés, confrontées à cette difficulté qu'est le recyclage, à cette difficulté qu'est la réduction individuelle de ces styles de consommation, peut-être que justement une des forces de Plastic Odyssée va être de visibiliser ces questions-là aussi, et peut-être de faire avancer, là encore, on reste sur un registre de lobbying, c'est très terre à terre, mais on en a besoin aujourd'hui, pour encourager les autorités internationales à prendre en compte cette part de la production dans ce traité international de la régulation. Oui, Emmanuel. Oui, mais justement, les clés, elles sont donc à l'échelle individuelle peut-être un peu, mais vraiment un peu. Et donc, il y a l'échelle législative, il y a des possibilités aussi de mettre en place peut-être des rationnements, des choses, rationnement, ou en tout cas de dire on priorise les usages du plastique qui sont pertinents et petit à petit on décroît, on va vers autre chose. Est-ce que dans ce travail sur le renoncement, qui n'est pas forcément sur le plastique, mais est-ce que c'est des questionnements
Voilà. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'on on est rentré un petit peu dans ce récit un peu négatif, parce que je crois qu'il y avait un phénomène de rupture aussi avec des imaginaires, alors qui ont un sens différent, mais plutôt les imaginaires dont on a hérité jusqu'à maintenant. J'avais une étudiante, on avait travaillé sur la question des stations de ski. Désolé, c'est encore loin du plastique, mais quelque part, je trouve la neige, le plastique, il y a peut-être des choses comme un, mais je ne sais pas quoi. Mais voilà, exactement, il y a un impact extraordinaire. Et puis du coup, on avait fait une sorte d'enquête comme ça. Et puis il y avait une étudiante qui m'a dit qu'il faut apprendre aussi pas simplement à imaginer, il faut aussi désimaginer justement les grands récits qui s'imposent, etc. Ça, c'était pour le côté phénomène de rupture. Après, moi, je pense qu'il y a aussi le mot renoncement. En fait, c'est pas grave. En fait, ce mot-là, je pense qu'il faut le dédramatiser. Alors moi, j'aime bien aussi, je valide complètement. Ce que je pense, pour citer un collègue, il parle de, pensons à la sobriété. Il parle de sobriété intensive. Et intensive, pas au sens où on va y aller à fond, etc. Non, c'est pas intensive au sens d'un accomplissement personnel qui pourrait être une source de plaisir, qui pourrait être une source vraiment, mais de quelque chose de très bien à vivre au niveau expérientiel, au niveau existentiel. Et cette dimension-là, je pense qu'il faut vraiment... Du coup, là, on revient sur la dimension peut-être un peu plus micro, individuelle, personnelle. Je pense que cette notion, elle est extrêmement importante. Le renoncement, c'est pas qu'une privation, en fait. C'est pas qu'un déficit de quelque chose. Il y a ce phénomène de rupture, etc. Et je pense que les enquêtes, moi aussi, j'aime beaucoup ce volet en particulier d'enquête, en fait, d'exploration. Enquête, finalement, c'est pareil. Et du coup, d'aller voir un peu... quelles sont les manières de vivre, je veux dire, avec, sans, et avec ou sans. Tu vois. Et donc, du coup, de voir aussi qu'est-ce qui va nous permettre peut-être de désimaginer nos imaginaires hérités, et puis aussi d'aller voir peut-être d'autres imaginaires, comme tu le soulignais. Je ne sais plus si c'est toi ou toi. Mais voilà, pour rebondir là-dessus. Mais pas, voilà, le renoncement, pour moi, il faut sortir un peu de cette idée que c'est quelque chose de déficit, une privation, ça va faire mal. C'est ça le problème, justement. C'est lorsque le renoncement devient quelque chose d'extrêmement brutal, que ça devient inquiétant et non anticipé. J'ai juste une image à l'instant, je pensais à less is more, cette expression. Et la dernière fois que j'ai vu less is more, c'était notamment dans ce voyage, et c'était un riche propriétaire d'un yacht américain obèse qui avait son t-shirt less is more. Il avait l'air d'être très content. Bon, bref, c'était une sorte d'anecdote. Oui, et donc effectivement, le renoncement, je crois que je ne suis pas linguiste, mais on l'utilise beaucoup dans le monde religieux, dans la sphère religieuse. On renonce à quelque chose pour quelque chose de plus grand, on s'abandonne à. Et donc, dans la quête de la sobriété, d'un monde de vie aussi avec moins de matérialité, parce que en fait, vivre avec un peu moins de plastique, en tout cas à l'échelle individuelle, ça revient à dire vivre avec moins d'objets, une quête un peu minimaliste aussi. Et une réflexion sur chacun des objets qui nous entourent qu'aujourd'hui on ne voit pas et qu'on mène pas ou peu, ou sauf si on a le temps comme nous là. Mais sinon on n'a pas forcément le temps de tout ça. Peut-être, Christophe, je voulais te redonner la parole et aussi ouvrir sur la piste de l'humour. Donc tu n'as pas pris la perche de l'humour, mais tu pourras le rehaussement, ouais. Mais et savoir si est-ce que l'humour peut marcher pour convaincre des gens aussi ou pas. Voilà. Ouais, déjà, juste pour rebondir là-dessus, mais c'est une réflexion que je partage avec vous. Cette idée de renoncement, je me disais, en l'écoutant aussi, de peut-être, c'est une question que je te pose, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça fasse venir encore porter la responsabilité strictement à un niveau individuel ce qui est là, j'ai co-dirigé une thèse là, qui a été soutenue l'année dernière sur justement en gros le discours politique autour des questions écologiques. Et Johan Suchet, donc, qui est maintenant docteur, qui a fait cette thèse, il a bien analysé les discours de politique publique qui se structure autour de ce qui, enfin, c'est pas lui qui l'appelle, c'est en sciences politiques notamment et en sociologie, la modernisation écologique, qui est un discours de politique publique qui est structuré autour de 3 grandes croyances. D'abord, c'est la foi en la science et la technologie. D'autre part, la croyance dans le capitalisme et ce qu'on appelle la croissance verte, pour en gros nous tirer d'affaire. Et puis un troisième axe très fort sur lequel il a beaucoup travaillé, c'est l'individualisation de la responsabilité. C'est-à-dire l'idée que les solutions finalement aux différents enjeux
auxquelles on est confronté passerait par voilà, l'action individuelle. Et je me demandais voilà, comment toi tu lis un peu ces différentes dimensions, parce que moi quand j'entends renoncement, mais là pareil, de façon très naïve, je l'entends à un niveau individuel. Oui, alors du coup, c'est pour ça que j'avais précisé au départ, pour dire que ce niveau des organisations, moi, qui m'intéressait beaucoup, qui nous intéresse beaucoup, et que la redirection, ce n'est pas une solution miracle, c'est une enquête, c'est la mise en place d'un protocole qui a été expérimenté, par exemple, à Grenoble sur la question des piscines municipales, sujet d'actualité, pour des raisons d'ailleurs qui sont assez différentes de l'enquête qu'on a menée avec la ville de Grenoble. Est-ce qu'on renonce comme ça aux piscines municipales parce que c'est mal, parce que c'est énergétiquement c'est horrible, parce que c'est une anomalie écologique. Si on prend vraiment sur le papier, tu vois, pour reprendre un peu ce registre je garde juste la dimension scientifique et technique, bon, tu renonces. Mais c'est pas ça le renoncement. Est-ce que c'est simplement j'aime pas, au sens subjectif du terme, moi j'aime pas parce que je trouve que c'est horrible, c'est un endroit absolument artificiel, je me sens pas bien, je préférerais, etc. Mais en fait, c'est ni l'un. Enfin, moi, je dirais ce qu'on essaye de développer. Et je n'accuse pas d'ailleurs les gens qui sont sur la dimension uniquement individuelle ou trop macro, mais je pense que cet espace de l'organisation, mais situé, où on est où en fait? Quand je dis situé, c'est à qui on s'adresse. On est dans quelle piscine, quel quartier, quel endroit? Je pense que c'est ça aussi qui apprend l'enquête, ce qui apporte l'enquête. C'est pas je renonce en soi à la piscine, quoi. Ça n'existe pas, ça. Ce renoncement en soi. Moi, en tout cas, c'est pas ce renoncement qui m'intéresse. Parce que voilà, il y a quel peuple, en fait, quelle population, il y a des enfants, ils vont en vacances. Pour eux, les vacances, c'est la piscine. Donc, on renonce à la piscine. Il y a des enjeux de justice sociale, il y a des enjeux pas simplement qui sont écologiques, et à mon avis, qui vont demander vraiment une lecture beaucoup plus fine de terrain, en fait, et de situation. Et ça, on ne pourra pas faire, en fait, sans les parties prenantes, qui sont plus simplement les décideurs habituels, ceux qui prennent les décisions souvent descendantes dans les projets de développement, etc. Ce n'est pas du tout cette vision, on va dire, brutale et descendante. C'est une vision plutôt, je dirais, moi, populaire. C'est un mot qui ne me dérange pas, et qui, au sens où ça concerne des peuples qui sont attachés à ces entités pour savoir voilà, quelles sont la dépendance et quelles sont aussi les alternatives. Au renoncement, ce n'est pas simplement désaffecter aussi, c'est aussi poser la question collective d'une réaffectation à un moment donné d'une expérience. Je ne sais pas si ça répond. Je les regardais, mais en fait, je répondais à toi. Vas-y. Pour donner un exemple de renonçement à grande échelle, justement de réaffectation, Costa Rica renonce à son armée et réaffecte totalement le budget dans la reforestation. Ils ont fait ça il y a 40 ans. Ça, c'est un nouveau récit. Et ça part d'un renonçement, d'une réaffectation à grande échelle. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Et du coup, je profite d'avoir le micro pour dire aussi que ce débat individu-collectif, il est important, mais en même temps, il est aussi extrêmement stérile. Alors là, on a affaire à un parterre de gens qui réfléchissent toute la journée sur ces sujets, donc on ne tombe pas dans les écueils, mais il faut savoir que dès qu'on va chez des journalistes, on tombe tout le temps dans cet écueil. Déjà, on vous dit est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, voilà, et ensuite, on va vous dire, bon, et la brosse à dents et le pot de yaourt, on fait comment alors ? Voilà, et c'est assez compliqué, mais en même temps, c'est ou tous ensemble ou pas. Et l'individu fait partie de ce collectif qu'il crée. Évidemment, nous sommes dans des sujets éminemment politiques qui doivent être résolus sur un plan local, national, international et à tous les niveaux, citoyens, entreprises et politiques. Moi, ce que j'aime bien quand même dans l'ornière, on va dire dans l'entrée en matière individuelle, c'est que déjà, quand on est face à des crises planétaires, on peut se sentir un petit peu angoissé tout seul. Donc ça permet une mise en mouvement de soi. Certes, l'idée, c'est de ne pas se dire parce que je vais réduire drastiquement mon impact plastique, parce que moi, aujourd'hui, ça a du sens pour moi, que ça va me libérer des choses et que j'en ai envie. Il ne faut pas que je m'illusionne que je vais sauver les océans, la planète ou quoi que ce soit. En revanche, en me mettant en mouvement, je vais retrouver du sens, je vais retrouver du plaisir. Moi, on m'a offert un stylo à plume des années 70 avec une pompe qui se recharge, mais j'ai un plaisir immense à utiliser ce stylo. C'est hyper beau. Enfin, on retrouve des choses insoupçonnées, en fait, qu'on n'imaginait même pas avant de se mettre en mouvement. Et puis, c'est aussi par là que ça commence. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est que c'est parce qu'on se met en mouvement qu'à un moment donné, on va voir où s'arrête notre sphère d'influence. À titre d'individu, finalement, je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Cette fameuse multinationale qui est présente à Clermont-Ferrand, les pneumatiques qui sont responsables
d'une part non négligeable de la pollution par les microplastiques jusqu'au fin fond des océans. Et nous, en tant que citoyens, la marge de manœuvre sur les pneumatiques, elle n'est pas grande. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, parce qu'on se met en mouvement, on va à un moment donné comprendre où ça s'arrête et où commence le système. Et là, de commencer à entrer dans cette notion de systémique, d'interdépendance entre les crises, entre les solutions, entre les niveaux, entre les domaines d'action, me paraît être, en termes d'imaginaire et de libéré, pour moi, c'est un élément clé, cette compréhension en fait, de l'interdépendance, de la complexité de ce monde qui nous entoure. Donc je crois que ça commence aussi parce qu'on est en train de faire une montée en compétences. Et ça, c'est extrêmement excitant. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'apprends des choses, je suis très excitée. Et du coup, de commencer par monter en compétences et entrer dans le systémique en fait, de ce monde. Et du coup, il n'y a plus de débat en fait, sur l'individu et le collectif. Voilà, c'est mon point de vue là-dessus. J'ai peut-être trop long. Non. Merci. Alors, une dernière fois, je lance une perche pour ouvrir, la perche de l'humour. Donc un renoncement peut-être ou pas, mais qui serait populaire, qui serait démocratique, qui serait collectif et qui serait peut-être drôle. Réponse en 3 lettres, oui. Pourquoi est-ce que c'est ton arme, l'humour? Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Parce que l'humour, ça laisse libre l'autre. Si je te dis avec un flingue sur la tempe, demain, t'arrêtes de prendre l'avion, demain, tu arrêtes de manger de la viande, d'ailleurs, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et tu arrêtes aussi le plastique, à moins que effectivement le flingue soit chargé, il y a peu de chances que tu t'y mettes vraiment et puis que tu donnes envie aux voisins de s'y mettre vraiment. Alors que si je te montre combien on marche sur la tête, combien c'est absurde, et c'est drôle. Et moi, ma devise, c'est heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Donc, si on marche sur la tête, ça peut nous faire rire. On peut choisir de rester sur la tête, pourquoi pas. Au yoga, on pratique beaucoup ça. Mais on peut aussi choisir de revenir sur ses 2 pieds et voir ce que ça fait. Et ça, pour moi, c'est l'humour qui est le vecteur principal. Et j'utilise la bande dessinée, moi, parce que je trouve que ça ajoute d'autres dimensions. L'image, c'est directement impactant. Puis on est tous des grands enfants, on aime bien tous lire des images plutôt que des textes en général. Enfin, pas tous, mais c'est un réflexe aussi. Et donc, l'humour, ça laisse libre. Et quand on est libre de choisir. Alors, on est libre de choisir de renoncer ou de rehuisser. Voilà. Et juste pour rebondir sur ce que disait Nelly aussi en autre piste libératoire, c'est effectivement se mettre en action. Je trouve que ça répond à la question, êtes-vous optimiste ou pessimiste? En fait, on s'en fout, juste on avance, quoi. Et dans cette catégorie-là, et je reviens du coup sur le plastique, il y a quelque chose que je vous invite à faire, qui moi, c'est mon jeu préféré depuis que je travaille sur le plastique, c'est d'écrire aux marques. Petites, moyennes, grandes. Ça peut être du Coca, du Pepsi, du Nestlé. Ça peut être le petit artisan glacier du coin ou celui qui vend des sucettes soigneusement emballées dans un emballage individuel, etc. Et leur écrire, mais pas grand-chose, c'est 3 lignes. Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Et leur dire, est-ce que vous ne pourriez pas faire autrement? Enfin, ce qui vous passe par la tête. Moi, j'ai 100% de taux de réponse. Mais vraiment. Généralement, j'écris ça et je reçois ça, ou alors je reçois un coup de fil. Et c'est hyper intéressant parce que, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que au sein du service, soit marketing, soit consommateur ou quoi, ça cogite. Ils se sentent, c'est un peu la mouche du coche qui vient comme ça. Et même si on n'est pas nombreux à le faire, quand même, la mouche, elle reste. Et même si vous avez l'impression que c'est une grande marque, en fait, c'est des colosses au pied de plastique, mais ils sont dépendants de leur image. Et ils sont du coup dépendants de ce que chaque consommateur va dire. Alors il y en a 99% qui disent rien, mais s'il y en a 1% qui fait chier, en fait ça les fait réfléchir et ils se disent il y a quand même une pression. Et donc ça fait partie pour moi des actions qui mettent en mouvement et qui font bouger les choses. J'aurais écrit des blagues. Merci. Et si vous voulez, j'ai des cartes postales que je peux vous donner à la sortie qui sont toutes prêtes. Mais je vous en parlerai plus après. Merci beaucoup. Ça fait presque 1 heure qu'on parle, donc on va peut-être laisser la place aux questions. Pourquoi on réunit ce panel ce soir et pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions chez Plastic Odyssée alors que
a priori, ou peut-être que vous nous connaissez plus pour des questions de recyclage, low-tech du plastique, c'est parce qu'à bord de ce bateau, on embarque aussi une étude, une enquête qui va être menée pendant ces 3 ans, une enquête qui va être menée en sciences sociales. Vous remarquerez qu'on a plutôt sur la table des profils littéraires, ou en tout cas, on n'a pas de sciences dures. Et c'est ces scientifiques et toute cette matière à penser dont on vient de discuter qu'on embarque à bord de ce bateau pour essayer de se poser de la question qui dépend réellement de ces plastiques, et si jamais un jour on les coupe parce qu'on y est contraint ou parce qu'on fait le choix collectivement, qu'est-ce qui se passe? Et dans une logique de justice sociale, comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte tout le monde et que ce ne soit pas juste quelques-uns qui décident le futur de tout le monde sur cette question des plastiques, mais qui est évidemment systémique, comme on vient de le voir, parce que très interconnecté, puis c'est la matière, et on ne sait rien faire sans plastique, donc il faut tout réapprendre. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Si oui, the floor is yours. Merci, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Bon, je tente une question. Moi, parfois, naïvement, je me dis qu'un premier pas, ça serait par exemple, au niveau de l'État français, de créer une agence de régulation des supermarchés, parce que on voit beaucoup de choses suremballées dans les supermarchés, et moi, à mon niveau, j'ai l'impression que c'est le lieu où tout le monde produit le plus de déchets. Est-ce que ça ferait sens? Et voilà. En fait, je suis content que vous ayez parlé du récit, parce que souvent, quand on voit des solutions au niveau politique, on se dit qu'est-ce qui a le plus d'impact, qu'est-ce qui est le plus massif. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux leviers. Il y a les mesures d'impact, et il y a quand même ce truc où des mesures qui servent le récit, ça serait utile. Par exemple, supprimer les pailles. Supprimer tous ces petits trucs, c'est peu en masse de plastique, mais en récit collectif, ça fait du sens, ça permet d'avancer. Voilà. Donc, les supermarchés, c'était ma question. Attends, on va le mettre dessus. Voilà. Oui, du coup, ça va rejoindre l'humour, parce que oui, je pense que c'est une très bonne idée pour répondre à votre question. D'autant que ça a été expérimenté à des échelles un petit peu plus locales, et pour le coup, pas à la demande d'un État qui s'est mis à vouloir réguler, mais à la demande de citoyens drôles et engagés qui se sont mis à créer ce qu'ils ont appelé des plastic attacks. Donc c'est né dans le sud de l'Angleterre, et ils se sont dit, nous, on a ras-le-bol. Donc ils ont un peu comme pris en otage les supermarchés. Ils se sont donné, genre, nous tous, là, on se donne rendez-vous à un supermarché, on fait nos courses en même temps, et à la fin, on décide qu'on laisse tous les emballages à la caisse, et nous, on repart avec nos produits. Mais ils payent les courses quand même avant, je précise. Oui, pardon, oui, oui. Mais ils ont tellement développé ça, alors ça s'est développé au niveau mondial, il y en a en France, etc. Mais visiblement, de ce que j'ai entendu, dans le sud de l'Angleterre, des enseignes ont fini par s'accorder pour commencer à travailler sur cette chaîne-là. Parce qu'après, je pense que la chaîne, elle commence bien en amont aussi du supermarché et de la grande distribution. Enfin, tout est un peu imbriqué. Mais effectivement, c'est l'emballage et le suremballage représentant 40% de la demande, en tout cas au niveau européen. C'est sûr que dès qu'on s'attaque à l'usage unique, à l'emballage, on est au moins sur 50% de la production mondiale, donc on résout à peu près la moitié de nos problèmes. Oui, c'est un maillon de la chaîne, et il y a un petit peu de législation qui se fait autour des bouteilles en plastique. C'est le seul bien de consommation qui est un peu régulé sur la production, comment est-ce qu'on le produit, est-ce qu'on y injecte ou pas, une quantité de plastique recyclé. Alors ça reste de l'emballage, et on voit comme c'est dur de mettre en mouvement toutes ces machines régulatoires, et donc pour faire ça pour chaque type d'emballage qui n'ont pas tous les mêmes composants. Voilà. Comme on a dit, je ne sais pas si on l'a dit, mais le plastique, c'est pas un plastique, c'est des dizaines et des dizaines de matières avec des dizaines de formules chimiques différentes, des dizaines de recettes, et donc on peut en réguler une, et puis après il faut s'attaquer aux milliers d'autres, et du coup voilà. Mais très bonne idée sinon, la régulation. Complexe, mais très bonne idée. Bonsoir. Moi, ce qui a fait écho ce soir à cette table ronde, c'est la question de l'intensité qui a été évoquée. Je pense que ça a aussi touché quelque chose qui me parle. Quand on ressent une certaine intensité à agir individuellement ou collectivement, le bonheur, en fait, le bien-être qu'on retrouve. Et le bonheur, on n'a qu'une envie, c'est de le partager. Et comment on peut avoir d'autres mécanismes d'interaction sociale? On a parlé de l'humour, qui est une très bonne méthode. Cependant, il n'y a pas tous les individus qui sont aussi bien réceptifs à l'humour. Alors, est-ce que vous auriez d'autres tips, d'autres idées d'interaction sociale pour essayer justement de rayonner
autour de nous, cette intensité qui peut nous animer et qui peut ou pas toucher les autres êtres humains autour de nous. Moi, je vais balancer une première idée, c'est juste être. Enfin, être. Et ça rayonne tout seul. Et enfin, faire ce que vous avez envie de faire. Et puis les autres, par exemple, si vous allez dans un magasin avec votre propre contenant, ce que personne d'autre ne fait, bah, peut-être personne ne va broncher, mais ils vont quand même vous regarder d'un drôle d'œil. Et puis ça va planter une graine. Et puis ça va petit à petit, une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, ça va monter à leur cerveau. Et puis la fois d'après, ce sera eux qui feront ça. Moi, je pensais juste en référence justement à cette question de la sobriété intensive. Et moi aussi, cette question de l'accomplissement, de l'intensité m'intéresse beaucoup. Et en particulier, m'intéresse dans des situations qui sont troublées. Je ne vais pas remettre une couche négative, c'est promis. Mais souvent, c'est là où on la remarque aussi. Je dirais, est-ce que, à un moment donné, le fait d'avoir été troublé par quelque chose ne s'est pas passé exactement comme prévu, je suis déçu que voilà, les choses changent, que le monde change. Et ben ça, soit je perçois ça comme une sorte de truc horrible, en fait, soit je me dis, non, c'est une ouverture attentionnelle qui me permet de faire attention à des choses. Et je pense que moi, je crois beaucoup en ça, dans le lien avec l'intensité. Et je pense que c'est une manière de sentir. Il va falloir peut-être éveiller de nouvelles sensibilités. Et je pense que ce lien-là, il est hyper important par rapport au possible, justement. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'épuisement du possible, désolé. Mais il y a du possible, en fait, mais qui est là, en fait, présent dans les situations. Il faut y faire attention. Et je pense que le lien avec l'intensité, il est là. Alors, il peut être individuel, il peut être collectif. Moi, par exemple, je l'expérimente, alors, désolé, là, en classe, en cours. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Donc, je vais faire attention à qu'est-ce qui fonctionne. À un moment donné, je fais, par exemple, je demande à mes étudiants et mes étudiantes d'écrire, de faire de l'auto-ethnographie, enfin d'écrire sur des carnets ce qu'ils ressentent, etc. De faire appel à des émotions, à de la sensibilité dans une école où justement c'est les compétences analytiques, les objectifs à atteindre et les modèles économiques et que sais-je. Je pense que c'est hyper important. Il va falloir faire appel à ça, en effet, ouais, dans des écoles de ce type-là. Ouais. Je ne sais pas si c'est une réponse. Une autre piste, c'est le faire ensemble, aller vers l'autre. C'est-à-dire que quand un système n'est pas organisé pour ce vers quoi on a envie d'aller, on est un petit peu obligé d'être en système D. En système D, on va vers l'autre. Par exemple, j'ai plus envie d'emballage, donc je vais peut-être aller parler au producteur du coin, à l'artisan, voir comment il travaille. Je ne le juge pas, je ne suis pas moralisateur, je suis juste en recherche de quelque chose. Et puis potentiellement, ça peut créer une discussion, une dynamique. Et puis avec le commerçant d'à côté aussi. Et petit à petit, c'est comme ça qu'il y a des vrais collectifs qui œuvrent ensemble et qui finissent par très concrètement faire des choses. Plein de systèmes de consignes locales sont nés comme ça, ou de magasins vrac sont nés comme ça. C'est-à-dire que finalement, ne pas rester seul avec sa mise en mouvement, mais entrer dans ce collectif et puis aller, pourquoi pas, jusqu'à se saisir de la politique locale aussi. Il y a des collectifs qui expérimentent des modes de gouvernance beaucoup plus horizontales, transversales, d'intelligence collective. Il y a déjà des expériences dont on peut s'inspirer. Donc, moi, je dirais que l'étape d'après, c'est celle de jouer le jeu du collectif. Mais bon, c'est une sacrée étape. Elle n'est pas, voilà, le PFH... le putain de facteur humain, comme disait Hubert Reeves, est quand même présent partout, mais c'est une étape qui est fondamentale. Ouais, peut-être pour compléter, juste moi ça me faisait penser votre question là, aux travaux qui sont classiques pour nous de Serge Moscovici sur l'influence des minorités. C'est des vieux travaux des fin des années 60, début des années 70. En fait, lui a un facteur qu'il identifie comme vraiment clé après dans la capacité des minorités actives à avoir une action sur leur environnement social, c'est la question de la consistance aussi, qui est un facteur très important. Et c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé dans ces nouvelles pratiques, c'est de réussir à les maintenir dans le temps. Et c'est comme ça que c'était une de vos questions. Quel autre facteur? C'est la consistance. Donc l'humour, vivre, être soi, être en collectif, être consistant dans ses actions. Voilà, des pistes. Question là-bas, vas-y.
Bonsoir. Comment on fait dans les pays en développement pour redonner du pouvoir aux populations, donc hormis via les entrepreneurs que Plastic Odyssey va rencontrer? Est-ce que vous avez des pistes quand ils n'ont pas forcément notre attirail législatif, etc. Merci. Pardon, je prends la parole. Je pense qu'une des pistes, c'est de ne pas faire à leur place, justement. C'est pas de ne pas arriver encore une fois en disant bah, en fait, on s'était trompé, on vous avait dit de faire ça, mais maintenant on a compris ça, donc on va vous dire de faire autrement. Je crois beaucoup à la capacité des peuples de s'auto-saisir, en fait, chacun à leur manière, et je crois qu'il est essentiel par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les récits, qu'en plus il y ait 1000 manières différentes de se ressaisir, en fait, de sa capacité à agir et de son pouvoir local. Je vous invite à voir un super film qui s'appelle Bigger Than Us, où là on voit différents pays du monde et on voit, alors c'est une jeunesse qui est mise à l'honneur, mais je veux dire il y a aussi plein d'autres gens, jeunes ou moins jeunes, et en fait il n'y a pas de réponse adaptable partout parce qu'il n'y a pas, justement, l'urgence c'est de sortir cette vision de cette mondialisation, de cette uniformisation, et donc c'est comment est-ce que chacun là où il est, d'où l'invitation d'aller voir son voisin direct, parce que ça commence par là en fait, donc ça c'est mon point de vue là-dessus. Oui, et là, pour faire compléter cette réponse à laquelle je souscris complètement, et pour revenir sur cette histoire de traité international sur les plastiques, une des pistes qui est ouverte et très largement débattue dans les discussions qui sont en train de se mettre en place autour du contenu de ce traité, va être la question des périls et dommages que les populations des pays du Sud, notamment, pourraient recevoir une compensation pour ces périls et dommages subis du fait des plastiques, notamment. Une des pistes est d'identifier, et je vais le dire très brutalement, des responsables, des coupables de cette pollution et des méfaits, notamment de la surproduction de plastique. Là encore, je vais être assez direct. Les coupables, ils sont très clairement identifiés. Ce sont les metteurs sur le marché des polymères de synthèse, notamment les industries pétrochimiques, qui ont des profits importants et qui peuvent partager une partie de ces profits. Alors, si on ne taxe pas directement les entreprises, on peut très bien aussi imaginer de taxer les pays. En l'occurrence, il y a un groupe de pays qui s'appelle l'OCDE aujourd'hui. Dans les quelques 9 milliards de tonnes de plastique produites depuis qu'on en produit, la moitié, la moitié a été produite par les pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, c'est 18% de la population mondiale. Ce n'est pas 5% contre 95%, c'est 18%. Donc peut-être que 18% de la population mondiale vont pouvoir contribuer à accompagner et à financer justement des pays qui en ont davantage besoin. Ça, c'est effectivement un levier législatif qui est au cœur de l'actualité. Il y avait une autre question ? Pour finir, juste sur les pays qui en ont potentiellement besoin, parce qu'on a déconstruit 2 idées reçues et encore on n'a pas hyper développé, mais il y en a une troisième, c'est qu'aujourd'hui on a tendance à pointer du doigt systématiquement l'Asie et l'Afrique sur les questions de pollution plastique. Aujourd'hui, certes, 50% de la production mondiale se situe en Asie, mais quand on regarde le siège social des 20 premiers producteurs de plastique, 92% est chez nous. Et les ONG qui nettoient, qui font des ramassages de plages, de côtes, donc des citoyens des pays eux-mêmes qui se saisissent de la thématique pour nettoyer, racontent aussi à quel point nous avons créé des monodoses qui n'existent pas dans nos pays ici pour adapter en fait aux portefeuilles locaux. Donc nous on a des grandes boîtes de shampoing parce qu'on a dans notre budget mensuel la capacité d'acheter une grande boîte de shampoing, mais comme il n'y a pas, ils vont acheter juste pour une dose de douche. Et en fait on a démultiplié le plastique pour envahir ces marchés pour notre propre profit. Voilà, ça c'est quelque chose que je tiens toujours à préciser parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues là-dessus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est un peu un sentiment. J'essaie dans mon quotidien de faire attention du mieux que je peux. Et en fait, je me sens souvent un peu impuissante dans les choix et les décisions que je dois prendre. Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète un tupperware, imaginons, le verre existe, mais en plastique, pour aller justement dans les magasins, à la boucherie, ou c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il ne faut pas manger de viande, mais mais en tout cas d'aller plutôt que de prendre de temps en temps, je fais pas beaucoup de courses comme ça, le sachet en carton, et en fait des fois je suis un petit peu perdue sur le choix du bois qui fait de la déforestation, le plastique qui pollue, et dans ces cycles de vie de ces déchets, de ces produits, en fait j'ai l'impression de prendre des bonnes décisions, mais mon ignorance me fait
auto-culpabiliser en me disant, en fait, j'ai aucune idée de si je fais bien. Je vais être très très rapide. Parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup, en fait, qu'on nous a beaucoup posée, et qui interroge un peu aussi la culpabilité, en fait. Et donc, qui dit culpabilité, dit quelque part qu'il doit y avoir quelqu'un de moralisateur, une entité moralisatrice qui est là pour juger ce que vous faites. Et ça, moi, je pense que c'est pas forcément une excellente perspective. Par contre, c'est bien aussi de douter. Moi aussi, je doute des usages que je fais. Mais je pense qu'il y a aussi, faut résister à la tendance, je pense, à surmoraliser, en fait, pour aller chercher autrement, peut-être, la construction de valeur, y compris parfois dans des contradictions. Parce que je donne toujours cet exemple-là par rapport aux supermarchés. Parce que oui, c'est pas bien, les supermarchés. Il faut sortir, faudrait renoncer aux supermarchés, par exemple. Moi, je ne crois pas, en fait. Parce que je pense à toutes les familles qui sont attachées à leur supermarché. C'est une question qui est extrêmement importante. Et je pense que si on regarde, ça dépend de d'où on parle, avec qui on parle. Et je pense que cette question, qui est totalement légitime à l'échelle individuelle, il faut essayer peut-être de l'élargir pour ne pas se sentir voilà, il y a la viande, je ne peux pas, ça, je ne peux plus. Ça. Sinon, la vie, ça va devenir... Là, c'est pas le renoncement, c'est rien, hein, c'est à côté. Hein. Donc, du coup, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Moi, j'allais aussi sauter de ma chaise quand j'ai entendu culpabilité. Et vous questionner, c'est super, et pas que sur le plastique. Par contre, culpabiliser, pour moi, c'est juste le reflet direct d'un des piliers de la stratégie des lobbies depuis les années 60, qui consiste à braquer les projecteurs sur le consommateur, donc vous et moi, en disant le plastique, c'est le matériau du 21e siècle, le plastique, c'est génial et ça sauve et des vies et le climat. Bon, la pollution plastique, c'est pas génial, mais ça, c'est vraiment parce que Madame Michu ou Monsieur Michu, ils n'ont pas mis dans la bonne poubelle. Donc ça, votre réflexe de vous questionner là-dessus, pour moi, c'est un héritage, ouais, c'est ça, un héritage, un effet direct. On a sans doute une bonne partie d'entre nous en tête les images en 4x3 d'une certaine association type Geste Propre qui dit vous pouvez laisser une plus belle trace sur Terre. Donc en gros, on montre un déchet, on l'associe à la personne et on dit c'est vraiment pas bien, donc on culpabilise le consommateur. Bon, ces associations, elles sont payées par les metteurs sur le marché, donc c'est Coca, c'est Haribo, c'est Nestlé et compagnie. Petite parenthèse. Mais pour répondre ensuite à votre question plus sur le fond, oui, c'est très bien de vous questionner. Et si vous allez à la boucherie de tofu, puisque vous êtes végétarienne, allez-y avec votre Tupperware si vous le réutilisez. Mais bon, en même temps, il peut y avoir des migrations ensuite. Donc je vous déconseille, mais j'irais plutôt au stade d'après, c'est-à-dire se questionner. Alors, c'est pas dans le cas de votre achat en vrac ou pas, mais c'est plus au-delà. C'est pas juste, on va pas, je pense personne ici vous dire remplacer le plastique par un autre matériau, c'est la solution. Non, remplacer une bouteille en plastique par une bouteille en bambou, en carton ou en que sais-je, c'est pas ça l'issue, c'est plutôt questionner l'usage. Et donc, quand les industriels nous disent nous, on fait du bien à l'humanité parce que, par exemple, les avions, ils sont maintenant à moitié en plastique, les bagnoles, elles sont à moitié en plastique, donc on a allégé le poids de ces véhicules, donc on consomme moins de carburant. Oui, mais alors la question que je pose, c'est est-ce que pour autant, c'est une bonne idée de prendre l'avion tous les week-ends, sous prétexte qu'il est moitié plus léger? Est-ce que pour autant, je vais m'acheter un SUV parce que il est vachement plus gros, mais comme il est en plastique, c'est quand même mieux? Non, on va peut-être réfléchir différemment, donc c'est vraiment l'usage. Et en autodévalorisation, vous parliez aussi, je ne sais pas comment vous avez dit, peut-être d'incompétence ou de manque de connaissances, je ne sais plus quel terme vous avez employé exactement. En fait, le fait même que vous réfléchissiez, que vous fassiez du lien entre les sujets, c'est déjà une preuve de compétence et de compréhension. Et sincèrement, c'est ce qui manque beaucoup à notre monde. C'était un peu mon appel tout à l'heure sur le systémique, c'est-à-dire comprendre le principe même du déplacement de pollution. Vous l'avez intuitivement senti en vous disant, alors, Tupperware, pas Tupperware. Moi, je suis allée passer 2 jours dans un gros salon d'industriels où il y avait tout le monde, les représentations du ministère, des ADEME. Je vous dis, il faut avoir le moral et le cœur accroché, mais j'ai tenu les 2 jours, j'ai écouté toutes les tables rondes. La seule question que j'ai osé poser, parce que c'était un monsieur grand représentant des bouteilles en plastique qui créait un espèce de groupe de recherche
mondiale inter-entreprise pour réfléchir sur la bouteille. Et donc, ils étaient évidemment très séduits par les bioplastiques. Et donc, je lève la main et je lui dis, mais on a l'exemple des biocarburants. Est-ce que si on se met à produire du plastique avec des terres agricoles ou avec de la déforestation, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des problèmes? Je vous jure, je m'attendais à de la mauvaise foi, je m'attendais à de la langue de bois, je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il a fait. Il a fait « hein ?» Voilà. Donc voilà, la compétence n'est pas toujours là où on la pense. Et le doute est aussi entretenu. C'est mystérieux, les compositions des plastiques et des autres emballages, et on n'arrive pas, nous, en tant qu'individus, sans y passer notre vie, à savoir ce qui est mieux entre un emballage en carton ou en plastique, ou un carton plastifié. Mais c'est volontaire, en fait. Ce doute, il est aussi... on l'entretient, ça arrange bien les affaires de certains, peut-être. Mais par contre, il y a une réponse claire, c'est sortir du jetable. Enfin, s'il y a peut-être une ligne à suivre dans vos réflexions, c'est la question des usages qu'elle vient de dire, et dire, remplacement pour du jetable, non, pas dans un monde de multiples crises environnementales et sociales. En revanche, voilà, du réutilisable le plus possible, et puis ce que vous avez sous la main qui vous permet de le faire, quoi. Au moins pour que demain matin, vous ayez une petite en dehors que des grandes réflexions. Il n'y a plus d'autres questions? Il fait nuit. Et il fait froid. Ah si, une question. Allez, la dernière. Merci. Ouais, vu qu'il n'y a plus de questions, je tente un truc pour revenir sur l'humour. Moi, j'ai un truc qui marche pas trop mal quand j'ai commencé avec mes parents, le plus simple. Quand ils prennent un truc en plastique ou quoi, je leur dis ah ouais, sympa, tu le jettes dans quel océan après? Et voilà, alors, eux, ils rigolent moyen. Mais cette petite phrase... J'essaie de l'étendre aux potes et tout là maintenant, mais c'est pas facile. Mais c'est une bonne accroche ensuite pour dire mais en fait on recycle pas tout et le recyclage il se fait à l'étranger, etc. Voilà. Pas mal, super. Moi, pour sur les barbecues cet été, j'essayais de leur dire que le gros beefsteak étalé, c'était la canicule en Gironde, et les feux de forêt, quoi. Et de faire le parallèle, ça marchait pas trop non plus, mais moi ça me faisait rire intérieurement et c'est pas grave. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là, d'avoir posé des questions, d'être restés jusqu'à la fin. Et surtout, un très très grand merci à vous pour ces échanges absolument passionnants. Voilà.